Bonjour, merci de nous rejoindre sur Télésud pour découvrir l'invité du jour dans ce nouveau numéro des mots et débats. Elle est d'origine malienne, elle est titulaire d'un doctorat d'astronomie et d'un master de mécanique des fluides à la Sorbonne, Sorbonne Université, spécialisée dans les débris spatiaux. Elle a été formée pendant 1 an au département d'ingénierie spatiale de l'Université de Tokyo. Elle a voyagé aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Fatoumata Kébé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Oui, ça va. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous, Fatoumata. Merci. Alors, vous avez sorti un livre, un premier livre. Vous écrivez un essai sur ce satellite naturel qui nous guette, qui nous entoure, c'est cette lune. Alors, le titre de votre livre, c'est La Lune est un roman, aux éditions Slatkin et compagnie. Je vous propose tout de suite de commencer le premier chapitre des mots et débats au fil des pages. Fatoumata Kébé, c'est une ode à la Lune que vous avez écrit, un récit de ces mythes et légendes. Vous estimez que l'homme contemporain a perdu une part considérable de son patrimoine, car il a oublié les étoiles, il ne regarde pas plus qu'il ne regarde la Lune, il avance sans jamais lever la tête, il ne les voit pas. C'est ça, c'est ça qui a déclenché justement ce récit. En fait, il y a beaucoup de choses. D'une part, c'est que la plupart d'entre nous vivons dans des villes et du coup, on a un ciel qui est très peu étoilé. Oui. Donc, normalement, on pourrait voir 3000 étoiles dans le ciel. Mais avec la pollution lumineuse, c'est à peine une centaine. Et il faut savoir que l'homme est un ensemble de poussières d'étoiles, à plus de 97%. Et c'est de là où je me disais qu'il serait qu'on a perdu une partie de notre patrimoine, en fait. Alors, parlez-nous de cette lune. De quoi est-elle formée, sa composition? Qui l'a découverte? La Lune, elle a été découverte par toute l'humanité, puisque même dans la grotte de Lascaux, on a des représentations de la Lune qui ont été dessinées donc, par les hommes des Cro-Magnons. Et encore aujourd'hui, malgré l'avancée, que ce soit au niveau technologique et connaissances scientifiques, il y a encore beaucoup de questions autour de la Lune, et notamment sa formation. On n'arrive pas encore à déterminer précisément comment elle s'est formée. Alors, vous parlez de sa composition en matière chimique. Alors, vous parlez justement avec ces poussières d'étoiles, avec ce Big Bang, avec ces constructions de planètes. Donc, c'est toutes ces météorites, tous ces débris de planètes qui ont constitué la Lune. Il y a beaucoup de paramètres qui sont entrés en jeu en fait dans la constitution de la Lune. Par exemple, le Soleil, qui est notre étoile, va impacter la composition des roches par rapport à la distance que va avoir un astre avec notre Soleil notamment. Les étoiles, c'était parler aussi de notre Soleil aussi un peu, mais également se dire que du Soleil, on prend des éléments dont nous sommes constitués aujourd'hui. Et en fait, avant de commencer à parler de la Lune, j'ai juste voulu faire un espèce de rappel pour dire aux gens, nous sommes des poussières d'étoiles, raison de plus pour nous intéresser à la Lune. Alors, les premières, on va dire, les premières civilisations qui se sont intéressées, qui ont donné ce côté un peu mythique autour de la Lune, vous parlez des Aztèques, des Mayas, des Incas, ce sont les premiers. Alors, les premiers, je ne pourrais pas vous le dire, mais en fait, il faut savoir qu'il y a des mythes de par le monde autour de la Lune. Donc, c'est vraiment quelque chose que toutes les civilisations ont partagé sur la Lune. En effet, parce que vous parlez d'abord de la mythologie grecque, vous parlez même des Indiens, vous parlez aussi des Européens. Alors, parlons de cette mythologie grecque. Par exemple, vous faites référence à Théia. Oui. Alors, Théia, parce que c'est par rapport au scénario de formation de la Lune qui est le plus accepté aujourd'hui. Donc, on pense que la Terre, alors qu'elle était en pleine formation, il y a un jour, un autre corps, un astre, est venu et a percuté la Terre. Et du coup, de la collision de ces deux astres, la Terre a continué à se former, mais a été, on va dire, défigurée par cette collision. Et le reste a formé la Lune. Mais ce corps qui a impacté la Terre s'appelle Théia. C'est comme ça qu'elle a été nommée par les scientifiques. Alors, aujourd'hui, la Lune évolue à une distance moyenne de 380 000 km de la Terre, mais il y a près de 4,5 milliards d'années, elle évoluait à peine à 25 000 km. Alors, pourquoi s'éloigne-t-elle de la Terre ? Alors, en fait, on va dire qu'à l'époque de la collision, on va dire que le système était plus ou moins chaotique. Oui. Le système solaire était chaotique, les planètes étaient en formation, il y avait énormément de collisions,
La phase de la Lune qu'on a aujourd'hui, ça montre bien qu'elle a été percutée maintes fois par des corps tels que des météorites. Donc il y a vraiment énormément de choses derrière la Lune. Et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu prendre des exemples de mythes à gauche-droite pour expliquer comment les gens essayaient de comprendre ce qu'ils voyaient de la Lune. Alors, quand vous dites, par exemple, des mythes, alors vous parlez, dès les premières pages de votre récit, c'est au Japon, chaque 7 juillet, ils fêtent justement la célébration des étoiles, dont fait partie la Lune. Non, seulement les étoiles. Exactement. Voilà. La Lune, c'est le satellite naturel de la Terre, qui n'a jamais aucun rapport avec une étoile. Oui. Voilà. Mais c'était juste une autre histoire, en fait, pour illustrer qu'au moment où la Lune est dans le ciel, il y a des histoires qui se passent dans la mythologie, notamment japonaise. Et justement, qu'est-ce qui se passe chaque 7 juillet au Japon? On va dire que ce sont des amoureux qui se retrouvent. Je n'en dirai pas plus parce que c'est dans le bouquin. Oui. Mais c'est une belle histoire d'amoureux qui ne peuvent se retrouver qu'à un seul moment dans l'année. Et d'où la fête qui est célébrée au Japon chaque année. Oui. Alors, vous faites peur aussi avec ces lycanthropes, ces loups-garous dans la mythologie grecque. Alors, expliquez-nous justement l'effet de la Lune sur ces hommes bizarres. Alors ça, c'est encore un autre mythe qui a été imputé à la Lune. Donc les lycanthropes, en gros, ce sont les loups-garous. Et on pensait en fait que c'était lors de la pleine Lune que ces êtres malfaisants apparaissaient. Et donc ça, c'est une mythologie qui est plutôt originaire d'Europe, du coup. Oui. Il y a aussi, vous faites référence au terme psychanalytique, on va dire, Carl Jung, le mot lunatique. Ça vient de là, le fait qu'on ait la tête dans la lune ou qu'on change d'humeur, donc on a pris ce mot lunatique. Alors, de la Lune, il y a beaucoup de mots qui en sont sortis. Carl Jung, dans ses travaux, a essayé d'imager la Lune, de donner une symbolique pour expliquer, par exemple, nos traumatismes ou tout simplement ce qu'on vit dans nos vies respectives. Et le terme de lunatique, ça renvoie surtout au changement de phase de la Lune dans le ciel. De dire que sa phase change plus ou moins chaque jour. En fait, c'est comme l'humeur qui est changeante chez les êtres humains. Et tous les jours, en aparté, tous les jours, Fatoumata Kébé, vous regardez la Lune, vous l'observez, vous êtes éprise d'elle, passionnée. Je jette un coup d'œil sur le ciel pour voir si elle est observable. Oui. Mais c'est vrai que quand c'est la pleine Lune, je trouve que c'est là où elle est la plus belle dans le ciel. Et cette lune de sang, cette lune rouge, qu'est-ce qu'il faut interpréter autour de ça? Parce qu'il y a beaucoup de légendes assez effrayantes. Beaucoup de légendes. Moi, je me dis juste que la Terre a filtré les rayons du Soleil, parce que ça se produit lors d'une éclipse de Lune. Donc c'est comme si vous aviez le Soleil, la Terre et la Lune. Et comme la Terre se met entre le Soleil et la Lune, eh bien, les rayons du Soleil qui atteignent la surface de la Lune, eh bien, vont être filtrés par l'atmosphère de la Terre. Et du coup, il va rester que les rayons rouges qui vont se répercuter sur la surface de la Lune. Donc moi, c'est comme ça que je vois ce phénomène. Mais c'est vrai que je ne pense pas forcément au mythe derrière où on dit que voilà, des êtres ont été tués et le sang a été projeté sur la face de la Lune. Oui. Vous parlez aussi, ce n'est plus, alors par rapport à une certaine, je ne sais plus, qui parle de dragon, mais là vous dites qu'en Inde, c'est un démon qui avale la Lune. Exactement. En fait, c'est un démon qui cherche à se venger de la Terre, du Soleil et de la Lune. Et en gros, pour ne pas être trop longue, vous avez dans la mythologie indienne les dieux et démons qui, à un moment donné, n'étaient pas immortels. Ils ont dû s'associer pour créer ensemble l'élixir d'immortalité. Et une fois que ça a été fait, les dieux ne voulaient pas que les démons s'en emparent. Et donc, ils ont préparé une mixture qui n'était pas l'élixir de l'immortalité pour les démons, tandis qu'eux avaient la vraie. Mais Raoult, un démon, l'a su. Et donc, il s'est mis dans la file des dieux pour essayer de boire cet élixir. Mais la Lune et le Soleil l'ont vu. Et ils l'ont dénoncé. Et le temps qu'il le dénonce, il a eu le temps d'humecter l'élixir. Et du coup, Vishnu lui a coupé la tête. Et il a projeté dans l'espace sa tête d'un côté, son corps de l'autre. Ouais. Et sa tête, par moment, elle arrive à revenir à proximité de la Lune et du Soleil. Et il avale l'un ou l'autre, ou les deux. Mais comme il n'a plus de corps, il les recrache assez rapidement. Et sur vous, la Lune a un effet? Parce qu'on parle sur les marées, mais est-ce que sur le corps humain, votre corps humain? Parce que beaucoup de personnes disent oui, j'ai mal dormi à cause de la pleine Lune, mais vous concernant, vous sentez des effets néfastes ou
bon? Je pense qu'elle a un effet... moi, c'est plutôt le fait de la voir, parce que je suis dans la contemplation. Et c'est vrai que ça permet de s'évader de la Terre. Donc c'est comme ça que je la vois. Après, en termes d'effet sur mon corps ou autre, non, pas du tout. Et vous pensez qu'elle a réellement un effet sur certaines personnes, comme sur les marées Je ne pense pas, mais je pense que du coup, c'est là que c'est intéressant de lire les travaux de Carl Jung pour comprendre pourquoi on va affecter à la Lune tel ou tel phénomène qu'on trouve chez nous. L'objectif Lune, donc c'est la bataille technologique entre les Américains et les Soviétiques pour la conquête de la Lune. Alors, vous écrivez, il y a un petit chapitre, vous dites le premier homme sur la Lune sera blanc et protestant. Pourquoi avoir marqué, avoir, comment dire ça, noté cet aspect du premier homme qui marche voilà, sur la Lune, blanc et protestant? Pourquoi? En fait, c'était bien pour préciser l'époque où on était aux États-Unis Oui. lors de la course vers l'espace. Oui. Parce que la ségrégation était toujours en cours. Et du coup, pour certains postes, enfin beaucoup de postes, c'était forcément réservé à... c'était vraiment... il y avait un profilage racial, qu'on le veuille ou non. Et donc forcément, c'était forcément un homme blanc, et en plus protestant, où la religion était encore plus forte qu'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il faut savoir que des femmes blanches ont essayé également d'être astronautes à l'époque, et elles ont été écartées, malgré des auditions qui avaient lieu au Sénat. Et donc, est-ce que vous avez ressenti, par exemple, je sais pas, le fait d'être française, noire? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des doutes sur votre parcours, sur vos connaissances? Les gens sont surpris quand ils me voient et que je leur dis je suis docteur en astronomie. Oui. Parce qu'effectivement, l'image qu'on a d'un astronome, c'est plutôt un homme. Voilà, d'un certain âge, oui. Et en tout cas qui ne me ressemble pas physiquement du tout, oui. Et qui en plus ne s'appelle pas Fatoumata. Oui. Donc forcément, que ce soit dans le professionnel comme dans le privé, en général, c'est toujours une réaction de surprise que j'ai. Est-ce que vous avez toujours cette envie de conquérir, de partir sur la Lune? J'ai toujours cette envie, et surtout, j'ai eu des opportunités qui m'ont permis de me rapprocher un peu de ce rêve. Et même le fait de côtoyer des astronautes, ça ne fait qu'enrichir ce rêve, cette vocation d'aller un jour sur la Lune. Vous avez rencontré Claudie Agnoret? Oui, je l'ai rencontrée, plusieurs fois. Oui. Et comment s'est passé ces échanges? Très bien. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? Elle m'a conseillé par rapport à mon profil, des choses où je pouvais m'améliorer, des choses qui étaient bien. Enfin, elle m'a vraiment conseillé également au niveau, je dirais psychologique, je dirais plutôt en tant qu'être humain, comment être, parce que même être astronaute, il y a des qualités psychologiques qu'il faut avoir, parce que c'est pas n'importe qui qu'on envoie là-haut. Oui. Voilà, donc c'était surtout sur un large spectre de plusieurs choses où elle m'a conseillé. Mais alors, quelles sont les qualités justement pour recruter un bon astronaute, ou alors comme vous dites dans les pays de l'Est, on dit cosmonaute? Quels sont les bons critères, les qualités qu'il faut? Alors les qualités, de ce que j'ai vu, oui. c'est il y a un très fort esprit d'équipe et également une forte confiance en ses coéquipiers. Parce qu'en cas de problème, on est à 400 km d'altitude dans l'espace, on a de l'aide sur Terre, mais elle est un peu lointaine. Et donc, il faut pouvoir compter l'un sur l'autre et surtout savoir s'en remettre à l'autre. Voilà. En plus d'avoir les qualités scientifiques, bien évidemment, qu'il faut avoir derrière. Oui. Et quand je parle de qualités scientifiques, il faut savoir que certaines sont acquises durant l'entraînement sur Terre. Alors justement, ces qualités scientifiques, vous êtes docteur en astronomie, master des mécaniques des fluides. Donc ça fait combien d'années d'études pour donner envie à cette jeunesse qui nous regarde? Alors moi, je ne compte pas en termes de nombre d'années, oui. Je compte en termes d'importance de cette vocation chez moi. Oui. Parce que je me dis, pour le travail qui est fait derrière, il faut vraiment que je m'assure que c'est vraiment ce que je veux faire, et pour moi, et pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment en termes de vocation que je leur dirais de regarder s'ils veulent vraiment aller, prendre tel ou tel chemin. Et il faut aussi apprendre à piloter des avions. Donc, exactement. Combien d'heures de vol avez-vous à votre actif? Là, j'en ai à peine une vingtaine. Oui, il en faut plus de 1000 heures, c'est ça? Alors, il faut déjà que j'obtienne ma licence oui. de pilote privé. Là, il faut compter plus d'une centaine d'heures. Oui. Et effectivement, dans les on va dire, offres d'emploi pour devenir astronaute, effectivement, on demande plus de 1000 heures de vol au compteur.
dernière question. Il y a un projet entre la Chine et la France qui souhaite découvrir apparemment découvrir l'autre face de la Lune. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne chose, parce que dans tous les cas, on ne sait pas ce qu'on pourrait découvrir. Donc il faut aller sur la Lune. En plus, elle n'est pas si loin que ça de nous comparée à Mars, par exemple. Oui. Donc, oui, 3 jours, c'est ça à peu près. À peu près, voilà. Oui. Donc moi, je suis pro-recherche et c'est une très bonne chose. Et en plus, c'est une collaboration internationale, donc c'est encore mieux. Et vous pensez que l'humain, le terrien, pourra un jour vivre sur la Lune? C'est faisable? Je pense que c'est faisable. Après, je pense qu'on a juste regardé toutes les innovations technologiques qu'on a sur Terre, qui montrent qu'on a cette capacité en tant qu'être humain à innover et à trouver des choses dont on n'aurait pas eu idée il y a encore 10 ans. Moi, ce qui m'a un peu terrifiée, c'est le fait que certains scientifiques donnent des noms, s'octroient, voilà, prennent possession de cette lune et donnent des noms de mer, sérénité, tranquillité. Ça me dérange terriblement parce que pour moi, c'est un bien commun, ça appartient à l'humanité. Pourquoi un homme s'octroie le droit de nommer, voilà, des cratères, des mers? Je pense à Riccioli. Oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'institution qui pouvait cadrer tout ça dès le départ. Et c'est vrai que même moi, les ressources que j'ai pu trouver par rapport à la Lune sont principalement issues d'Europe. Donc effectivement, on peut dire que ce que j'ai fait, c'est un peu eurocentré. Après, de l'autre côté, si vous vous inquiétez pour les noms, là, ce qui arrive, ça va être encore plus terrible. Oui. Puisque là, par exemple, il y a une entreprise américaine qui vend des terrains sur la Lune. En effet. Par exemple. Il y a aussi des projets miniers d'exploitation de la Lune qui arrivent également. Donc là, on va voir si les organisations internationales vont réussir à se positionner comme il se doit pour empêcher que ça arrive. Mais il est vrai que pour les noms, c'est ceux des astronomes dont on a les travaux qui ont en tout cas posé les fondations des noms qui sont donnés aux cratères de la Lune, notamment aujourd'hui. Et puis, je voulais vous demander aussi la couverture de votre livre. Qui a choisi cette couverture? Elle s'appelle comment? Alors, elle s'appelle Luna Clément. C'est fait exprès? Pas du tout. Sincèrement, c'est vraiment un pur hasard. Et en fait, elle était venue avec beaucoup de propositions. Donc, du coup, j'ai choisi. Mais c'est vraiment un hasard. Un hasard. C'est même moi, un jeu. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Fatoumata Kébé. Nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Pour Carte sur table, Fatoumata Kébé, nous allons découvrir donc, comme je le disais, vous avez doctorat en astrophysique, enfin astrophysicienne, doctorat d'astronomie, master de mécanique des fluides, et vous êtes spécialisée dans les débris spatiaux, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire dans les débris spatiaux? Les débris spatiaux, ce sont les vestiges de l'activité humaine dans l'espace. Oui. En gros, ce sont des déchets spatiaux qui tournent autour de la Terre. Alors, quel est votre objectif? C'est-à-dire, c'est de trouver un moyen technique de ramasser tous ces déchets et de les transmettre où après? Alors, mon premier objectif, c'est de bien comprendre le comportement de ces objets Oui. une fois qu'ils sont créés à la suite d'une collision entre objets, par exemple, dans l'espace. Oui. Donc, savoir combien de temps ils vont rester autour de la Terre ou en combien de temps ils vont rentrer. Voilà, et de voir tous les paramètres qui peuvent influer en fait, sur ces comportements. Mais ça doit être terrible de voir que l'homme sur la Terre et sur la mer pollue, et aussi autour, en dehors de notre belle planète, il pollue également. Exactement. Avez-vous un travail, je ne sais pas moi, collectif avec d'autres pays pour créer une machine spéciale pour ramasser tous ces déchets et les envoyer, pourquoi pas vers une autre planète Alors, il y a plusieurs équipes de chercheurs de par le monde qui travaillent sur des méthodes de nettoyage différentes. Après, le problème commun auquel ils font face, ce sont les financements, forcément. Comme d'habitude. Voilà, parce que c'est en termes de millions d'euros qu'il faut compter pour une telle mission. Et en sachant que pour qu'elle soit rentable, il faudrait au moins retirer de l'espace 5 gros objets. Oui. Et derrière les gros objets, donc il faudrait qu'ils soient quand même pas trop éloignés les uns des autres. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément la même nationalité. Ça peut appartenir à l'Europe, la Russie, les États-Unis. Et du coup, il faut avoir l'autorisation de chacun de ces pays avant de toucher à leurs débris. Autre chose, d'après le magazine Vanity Fair, vous faites partie des 50 personnalités françaises les plus influentes au monde. Qu'est-ce que ça fait?
Ça fait bizarre. Franchement. En tout cas, vous êtes un modèle pour cette jeunesse et pour nous. On se dit, enfin, ce ne sont pas les cancres des anges de la télé-réalité. Voilà un cerveau plein. Alors, c'est gentil. Après, pour vous dire la vérité, je ne sais pas si ceux qui font de la télé-réalité sont des cancres. En tout cas, je me dis que je peux un peu comprendre, dans le sens où c'est vrai que leur salaire dépasse celui d'un chercheur. Ouais. Donc forcément, il faut aussi voir pourquoi ils font ça. Enfin, voilà, je me dis que je ne peux pas juger parce que c'est vrai que je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de travailler énormément, on va dire, pour gagner son salaire. Quel regard portent vos parents sur ce succès, sur leur fille voilà, qui est scientifique, qui est un modèle pour sa jeunesse, pour d'autres femmes? Ils sont très contents. C'est vrai qu'ils ne s'y attendaient pas. Et c'est vrai que même moi, je ne m'attendais pas à écrire un livre un jour d'astronomie. Et même, c'est vraiment, on va dire, incroyable en fait. C'est vraiment... J'aurais aimé écrire un livre d'astronomie, mais sans Slack Company, je pense que je n'aurais pas eu le bagou d'y aller toute seule. Vous avez créé l'association Éphéméride. Vous pouvez m'en parler de votre association? Oui, donc elle a 5 ans maintenant. Et le but, c'était d'enseigner l'astronomie dans des endroits où elle n'est pas enseignée, tout simplement. Et donc, pour l'instant, on opère surtout en Île-de-France et aussi à Bamako, au Mali. Et ces activités, surtout pour les enfants, sur la construction d'une maquette du système solaire, la compréhension de l'univers, et essayer d'utiliser l'astronomie pour apprendre un peu plus sur les mathématiques, physique et chimie. Mais c'est difficile d'avoir un langage technique, scientifique et de le vulgariser pour des enfants ou des adolescents. Comment aborde-t-il justement votre matière, votre domaine? C'est une matière qui leur paraît lointaine. Après, moi aussi, c'est un exercice pour moi en fait, d'apprendre à rendre accessibles les termes utilisés dans le domaine de l'astronomie. Même pour le livre, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'était vraiment rendre accessible et faire en sorte que les gens comprennent. Et quand ils referment le livre, ils comprennent comment se sont passées les choses. Et même que là, vous me parliez des noms des cratères. Je suis contente de savoir que vous savez comment ça s'est fait. Je me dis que c'est une victoire déjà en fait, de pouvoir transmettre ce que je sais. Aujourd'hui, votre objectif, donc, c'est d'aller sur la Lune. Qu'est-ce qui vous manque pour y arriver? Alors, il me manque le vaisseau spatial. Il me manque l'entraînement. Voilà, je pense que surtout l'entraînement... Et vous suivez un régime alimentaire particulier en plus. Je fais attention parce que, du coup, comme on connaît les critères pour être éligible, du coup, je sais qu'il y a des choses que je peux éviter de manger. Et même pour ma santé tous les jours, je sais que je peux les éviter, comme tout ce qui est sucre raffiné. Oui. Voilà. Mais c'est surtout l'entraînement qui me manque aujourd'hui. Et aussi le fait d'être recrutée en tant qu'astronaute, soit par une agence spatiale ou soit par une entreprise privée, du coup. Avez-vous le sentiment, parce que vous avez participé à une exposition à Paris, Femmes et filles de l'espace, avez-vous l'impression que justement c'est un domaine trop masculin, trop fermé aux femmes? Où les femmes ne s'intéressent pas justement, elles ont peur d'être ingénieures, je ne sais pas moi, astronomes, astrophysiciennes Je pense que c'est un domaine qui n'est pas encore assez... je pense qu'il contient beaucoup de symbolique et aussi il paraît lointain au commun des mortels. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas autant de personnes qui y vont. Donc je pense qu'il faut juste décloisonner en fait l'astronomie en la rendant accessible au plus grand nombre pour en fait attirer beaucoup de talents en fait, quel que soit leur profil. Et puis surtout, comment faire quand on a du mal à s'orienter? Parce que je me souviens, dans les premières pages, vous dites, il faut regarder une étoile et compter en fin de compte le jour comme calendrier lunaire, si je me souviens bien, et se référer à une étoile. Mais rien que ça, je suis déjà perdue. En fait, c'était pour trouver la période sidérale de la Lune. En gros, c'est comment elle se meut par rapport aux étoiles dans le ciel. Oui. Voilà, donc ça, c'était plutôt une explication scientifique. Après, par rapport à s'orienter, de ce que je connais en banlieue, c'est qu'il y a pas mal d'associations en fait, qui aident les jeunes à s'orienter et qui les accompagnent dans des salons de l'éducation, de l'étudiant, pour voir la possibilité des carrières.
Oui. Très bien. Merci beaucoup, Fatoumata Kébé. Nous allons passer, hélas, à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Alors, votre coup de cœur, Fatoumata Kébé, quel est l'auteur que vous avez choisi? Paulo Coelho. Oui. Et son livre L'Alchimiste. Pour quelle raison? Alors, parce que le personnage principal quitte, on va dire, sa ville natale pour chercher un trésor. Donc, il y a beaucoup de péripéties qui ont lieu, etc. Et en fait, là, je vais spoiler, désolée. Non. On se rend compte que le trésor était en fait dans la ville où il était, en fait, dès le départ. Et moi, je me suis dit, mais c'est vrai que des fois, on cherche certaines choses très, très loin. Très loin, oui. Alors qu'en fait, elles sont juste là. Le bonheur est juste à côté. Exactement. C'est vraiment dans cette dimension-là où ça m'a beaucoup touchée, en fait. Et je me suis dit de mieux me concentrer sur mon environnement plutôt que d'essayer de partir... Vers la Lune? Non, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est vraiment en termes de trésors qu'on peut avoir chez nous. Et je me disais, oui, c'est pas la peine d'aller chercher ça trop loin. Merci beaucoup, Fatoumata Kébé, de nous avoir présenté donc votre coup de cœur, L'Alchimiste, et puis aussi votre premier ouvrage, ces mythes et légendes qui entourent la Lune. La Lune est un roman aux éditions Slatkin et compagnie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh bien on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.